Bonjour, bienvenue sur la Libre Antenne, donc comme le lundi, mercredi, vendredi, de 21h à minuit sur metatv.org, et c'est la saison 3. Ce soir avec nous, comme d'habitude, il y a Steph à la régie, il y a les modératrolls qui sont très peu nombreux ce soir, hein. Ça se voit, c'est pas Laura Marie, hein, ils sont pas tous au taquet, et puis, évidemment, il y aura tous les métanotes pour accueillir avec nous une soirée avec Jean Pernin. Bonsoir Jean, bienvenue à MetaTV. Merci de ton invitation. Donc, écoute Jean, nous on s'était rencontrés aux rencontres Top Secret déjà, donc ceux qui suivent MetaTV, les aficionados font faire le lien facilement avec ta venue ici ce soir pour bien sûr évoquer ton livre alors on va évidemment rentrer dans le fond du sujet. Je vais donc déjà le montrer à la caméra avec un titre qui déjà par une question, mais qui soulève déjà beaucoup d'interrogations, d'autres questions. Meurtre déguisé, concernant évidemment, vous l'avez reconnu, Daniel Balavoine, un temps que je dis souvent, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment. Et les moins de 20 ans connaissent. Et maintenant les moins de 20 ans connaissent, voilà. Parce c'est que pas son discours est très actuel. Hein. Et très actuel. Absolument. Et c'est quelqu'un qui va s'inscrire, on va dire, dans ces artistes transgénérationnels qui, même post-mortem, vont continuer à perpétuer une tradition auprès des gens. Il est passé un peu dans l'immortalité. Tous ces textes sont d'une grande actualité aujourd'hui. Enfin bon, ça n'est pas démodé, quoi. Hein. Alors Balavoine n'est pas démodé. Il est loin d'être démodé. De toute façon, ce soir, évidemment, vous en doutez qu'on va vous passer quelques extraits de Balavoine. Vous en doutez bien. Ce sera, voilà, on me dit, il est tout beau, te pas. Oui, on s'est mis tout beau. On fait honneur, évidemment. En plus, Daniel Balavoine, moi, j'ai connu à titre personnel étant jeune. Je suis comme tout le monde. J'ai grandi avec les musiques de Daniel Balavoine qui passaient à la radio partout et qui, à leur écoute, évoquent tout un tas de souvenirs. J'imagine pour beaucoup de gens aussi. C'est une mort qui nous a beaucoup attristés. Alors là, je donne mon point de vue du public, comme tout le monde, c'est-à-dire que un jour, on a appris, évidemment, ça a été relayé par toute la presse, que Daniel Balavoine était dans un hélicoptère avec Thierry Sabine, donc qui était l'organisateur du Paris-Dakar. Vous connaissez le fameux rallye Paris-Dakar. Et Balavoine qui participait en fait à ce rallye au titre de ses activités humanitaires. C'est ça. Donc, est décédé donc dans cet accident, à mettre évidemment avec des guillemets, mais je me place évidemment du point de vue de la version officielle de ce qui nous a été dit à l'époque. Donc on a bien parlé d'un accident, donc Balavoine au milieu du désert du Ténéré, quelque chose qui avait beaucoup ému, beaucoup surpris, parce que si évidemment ce genre de mort comme ça, très accidentelle, évidemment on s'y attend jamais, donc pour le coup il y avait une énorme émotion, je me rappelle qu'elle avait submergé tout le monde. Balavoine, même ses chansons étaient revenues numéro 1 au top 50 pendant des semaines et des semaines. C'était la Ziza, voilà, la Ziza, à l'époque de la Ziza. Et donc c'est quelque chose qui a toujours marqué. Et puis, il faut bien le dire, est arrivée l'époque d'Internet, l'époque du recul, et puis cette affaire Balavoine, finalement, n'était pas aussi claire qu'elle nous le paraissait à l'époque. Et on a commencé à voir émerger d'autres discours, peut-être des gens qui disaient mais on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et à ce titre, ton histoire, elle, par contre, est plus que singulière, j'ai envie de dire. Alors là, très singulière. On est dans une affaire. On est dans l'irréel. Voilà, on vogue entre notre monde et l'au-delà, visiblement. Oui, absolument. Et donc, c'est pas commun, c'est pour ça que je parle vraiment de cette singularité qui est incroyable, et qui fait que, donc, tu es là ce soir, quelque chose qui est assez incroyable, je le dis d'entrée, puisque dans ton livre, un peu, tu le décris, tu dis que tu as presque été missionné, que tu vas te retrouver à faire quelque chose pour lequel tu n'étais pas ni destiné, voilà, mais qu'on t'a demandé de le faire, un peu comme une mission. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça? On peut voir les choses complètement comme ça. Bon, je voudrais faire simplement un petit coucou pour pas l'oublier à tous mes amis de Roanne, évidemment, qui regardent ce soir. Bon, coucou jusqu'à la Bretagne. Et puis à tous les amis, évidemment, qui sont dans ma démarche, qui m'accompagnent également, et qui sont là, qui regardent également. Qui regardent. Ce soir. Donc, à bientôt. et à demain pour certains pour la conférence. Oui, alors donc, non, absolument, moi j'étais pas du tout... Bon, premièrement, pour moi, Balavoine, il était mort dans un accident d'hélicoptère.
je ne me suis jamais posé la question autrement. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui, bon, parce que quand une personnalité surtout très aimée comme lui disparaît, bon, de plus il avait quand même provoqué le pouvoir, il avait provoqué Mitterrand, à 2 reprises, au moins à 2 reprises. Et donc on aurait pu penser, comme Coluche d'ailleurs, oui, comme Coluche, que bon, mort très étrange aussi. Oui, absolument, que ça pouvait pas être un accident, que ça aurait pu être autre chose. Personnellement, je ne me suis jamais posé la question, jamais. Donc déjà, ça cadre bien le problème. Hein, jamais je me suis posé la question de est-ce que c'est pas un accident, est-ce que c'est un accident? Jamais. Bon, alors maintenant on arrive à l'au-delà, en effet, qui réserve des surprises. Alors bon, il se trouve que mon fils Olivier est décédé en 95 et que j'étais pas forcément au clair d'ailleurs par rapport à ces histoires de vie après la mort à l'époque. Hein. J'en avais entendu parler, j'avais lu des livres sur le sujet. J'étais intrigué, comme tout le monde, la mort, ça nous interpelle, ça nous questionne, mais de là à imaginer une vie qui suit notre mort physique, une autre vie, donc une nouvelle vie, dans un monde invisible, hein, en tout cas, bon, j'étais pas très convaincu. Bon, toujours est-il qu'Olivier, mon fils, 21 ans, meurt brutalement le 8 juin 95. Et là, j'ai été directement confronté justement à cette hypothèse et à cette réalité de la vie après la mort. Parce qu'il s'est manifesté. Parce qu'il s'est manifesté de façon très concrète, avec les appareils électroniques, une chaîne Hi-Fi, le téléphone, des odeurs, des parfums, des lampes qui s'allument et qui s'éteignent sans raison, et son apparition. Il est apparu 2 semaines après sa mort. À sa camarade à Lyon, moi je l'ai vu dans des songes formidables. Donc à partir de là, on est obligé de se dire, la mort n'est peut-être pas ce qu'on imagine, c'est-à-dire le néant, la fin de tout. Moi j'ai compris à partir de là qu'Olivier était toujours vivant dans l'autre monde. Et ça s'est vraiment confirmé après. Alors il se trouve que j'avais contacté une médium. Oui. Parce que bon, perdre un enfant, enfin, c'est difficile de toute façon. 21 ans, en pleines études, enfin bon, quelqu'un qui était bien dans la vie, qui n'avait pas de problème particulier, et qui d'un seul coup disparaît de façon très étrange quand même. Hein. Une espèce de suicide qui n'en est pas un, mais un truc bizarre, très très bizarre. J'avais contacté donc une médium. Elle m'avait dit, mais vous savez, quand on part dans l'au-delà, il faut attendre à peu près 1 an, parce que c'est une nouvelle naissance en fait. Quand on passe de l'autre côté, c'est une renaissance à l'envers, pour aller vers la vraie vie. Nous, on croit que la vraie vie, c'est la nôtre. Moi, j'ai compris depuis que je reçois les messages d'Olivier que la vraie vie, c'est l'autre. La vie de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, dans le monde divin, enfin, appelons-le comme on voudra. Donc j'ai attendu 1 an et au moment où j'ai voulu avoir un message d'Olivier, parce que bon, avec mon épouse on s'interrogeait par rapport à cette mort qui était complètement inattendue, cette médium m'a dit je suis désolé, je ne peux pas, on me dit qu'on ne peut pas communiquer avec votre fils. Alors là j'ai pris une espèce de douche froide parce que bon, je ne comprenais pas pourquoi. Et en définitive, c'est moi qui, 1 semaine après, avec une méthode complètement bizarre, étrange, un pendule, le sien d'ailleurs, ai reçu les premiers messages. Le tout premier message que j'ai reçu, c'était le 4 septembre 96, où là, avec mon épouse et ma fille, il nous a écrit « Je suis vivant ». Alors ça nous a complètement écroulés. Ça nous a tellement écroulé qu'il y avait, en plus des communications et des messages, des manifestations physiques. Fauteuil qui craquait, fenêtres, portes, enfin bref, il y avait des présences. Il y avait des présences. Alors bon, on va pas faire l'émission là-dessus, c'est pas le but. Non, mais c'est important quand même d'expliquer. Toujours est important d'expliquer. Ouais. Mais donc, effectivement, donc j'ai commencé à recevoir des messages, et après, ces messages se sont amplifiés, je vais dire. Alors moi je suis très prudent, je suis cartésien. Dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas toi qui te fabriques les réponses, hein, ton envie d'avoir des messages, voilà, ton envie d'avoir une espèce d'autosuggestion. Voilà, absolument. Est-ce que c'est pas toi qui par hasard, bon, jusqu'au moment où j'ai posé des questions, on va dire, un peu provocatrices quand même, pour avoir des preuves. Et là, j'ai eu des preuves. Mais les plus belles preuves que j'ai eues, c'est quand j'ai reçu des messages pour des personnes que je ne connaissais pas.
Bon, donc à partir de là, je ne pouvais rien inventer, puisqu'on me donnait des informations sur ces gens-là, leur nom souvent, enfin en tout cas leur prénom, enfin des détails qui me confirmaient que c'était bien ça. Donc les gens me confirmaient que c'était bien ça. Donc à partir de là, je lui dis, là tu débloques pas, tu déconnes pas. Et puis je sentais, parce que c'était très télépathique, c'est très télépathique ma communication avec Olivier, hein, très très télépathique. Donc c'est une transmission de pensée très forte, très puissante. Mais il faut se mettre dans des conditions, ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas pour s'amuser, bien entendu, ça ne se fait pas pour faire de l'argent. Attention, jamais d'argent dans la spiritualité. C'est un message à tous les médiums qui, se font largement payer, souvent, hein, pour recevoir des messages. Dans le cas présent, il n'est pas question d'argent, ça ne peut pas être une question d'argent. Tout ce que je fais, moi, c'est gratuit. Aujourd'hui, je pratique des exorcismes, je fais des désenvoûtements, je vais dans des maisons hantées, je fais des communications aussi pour les personnes. Ma mission principale, évidemment, c'est l'affaire Balavoine, c'est clair. Mais tout ça, c'est dans une démarche complètement gratuite et désintéressée. C'est fondamental. Mon fils me l'a dit, la faculté que tu as, si tu ne l'utilises pas dans la droiture, te sera retirée. C'est clair et net. Hein, donc j'ai intérêt à bien me tenir, si tu vois ce que je veux dire. Bon, d'ailleurs, dans ce livre-là, il en reparle à un moment donné, si tu l'as lu. Hein. Ah, bien sûr. Il parle du pouvoir, il parle de la faculté, il parle du don. Et quand il parle du don, il dit surtout, le don n'est pas à monnayer. On nous donne. Moi, je veux dire, j'ai jamais reçu de facture de l'au-delà. Dans le livre, je parle de Jésus. Moi, j'ai un attachement très proche par rapport à Jésus. Je ne suis pas un catholique pratiquant. Je dis toujours aux gens, quand je parle de Jésus, je ne vous parle pas du pape. Je fais bien la différence, hein, on est bien d'accord. Hein. Pour moi, Jésus est un prophète, grand prophète, qui est venu sur terre comme d'autres, bien entendu. Mais j'ai une grande proximité avec lui, et je dis toujours, bah oui, mais moi, il ne m'a jamais envoyé sa facture. Donc je ne vois pas pourquoi je ferais payer des gens d'un service qu'on me donne gratuitement. On me le donne, donc je ne le fais pas payer. Alors, donc, ça a commencé en 96, en effet, et on arrive à notre Daniel Balavoine, puisque en novembre 96, Olivier me parle d'un Daniel. Dans un message, spontanément. Spontanément, comme ça. Ah, mais spontanément. Ah, mais je ne demande rien, moi. Il parle Daniel, il y a un moi, Daniel je ne demande rien. Spontanément, il me dit, Daniel est mon ami, mon fidèle compagnon. Je note. Je note sur mon cahier, parce que je notais tout ce que je recevais. Tiens, c'est ce Daniel. Alors, on n'a pas de Daniel dans notre famille. Lui n'avait pas d'ami qui s'appelle Daniel. Je pense au prophète Daniel, prophète qui est cité dans la Bible. Hein. Mais bon, c'est tout. Hein. J'approfondis pas. Je n'approfondis pas. Je pense absolument pas à Daniel Balavoine. Hein. Ouais. Ah là-bas, absolument pas. Là, t'es encore loin de penser que c'est Daniel Balavoine. Ah ben, je suis loin de penser à lui. Hein. Ah ben, je pense pas du tout à lui. Donc ça, c'était donc en 96. Et en 97, au printemps 97, le voilà qui revient me parler de Daniel. Cette fois-ci, il évoque Daniel Balavoine. Ah, intéressant. Il parle aussi de Coluche. Oui, voilà, parce qu'ils disent qu'ils sont avec Coluche. Il parle de Claude François. Oui, c'est assez étonnant. Il me parle de Mitterrand. Il me parle du général de Gaulle. Enfin, il me parle du commandant Cousteau. Il avait une grande admiration pour le commandant Cousteau. Mais bon, c'est tout. Moi, je relève les informations. Il m'en dit pas trop sur ces gens-là. En tout cas, il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'il évoque absolument pas la mort de Daniel Balavoine, ni celle de Coluche, dont on aurait pu croire effectivement et penser que ces deux-là ne sont pas morts naturellement. Mais moi, je ne pose aucune question. Pourquoi ? Parce que pour moi, ces gens-là sont morts dans un accident. Donc je ne dis pas à Olivier, à propos, dis donc, est-ce que tu peux comment sont-ils morts ceux-là ? Pas du tout. Claude François a débarqué là, bon aujourd'hui je sais pourquoi, mais on ne va pas faire une émission sur Claude François. Mais là aussi c'est pas clair. Du tout. Mais c'est pas le but de la soirée. Mais en tout cas je pose aucune question, et moi pendant 7 ans, de 97 à janvier 2004, je continue dans ma démarche, évidemment, de communication avec l'au-delà, de messages, d'aide, parce que mon but, c'est aussi d'aider les parents qui ont perdu des êtres chers, c'est ça ? C'est ça, ma mission principale, parce que je sais ce que c'est.
Je sais la souffrance que ça génère. Je connais l'épreuve. Je l'ai vécue, je l'ai traversée. Voilà, aujourd'hui, elle est loin, l'épreuve. L'épreuve, aujourd'hui, c'est même un bonheur. Depuis longtemps, déjà. Alors, on arrive, en effet, en janvier 2004. Et c'est là que tout se révèle. Enfin, tout. Le début, parce qu'après, c'est venu crescendo, petit à petit, progressivement. Donc, en janvier 2004, je regarde un hommage à Daniel Balavoine à la télévision. Comme tous les ans, les hommages à Daniel Balavoine. Cette année, évidemment, il y a eu beaucoup d'hommages, puisque c'était les 30 ans. 30 ans, et puis il y a une compilation qui est sortie. Absolument, il y a eu ça. Donc, et donc, nous, on est là pour lui rendre un hommage un peu particulier, ce soir, par rapport à sa mort. Et c'est vrai que... Quand j'ai regardé cet hommage à Daniel Balavoine, donc émission passée sur France 3 la veille, assez tardivement, que moi j'ai enregistré à l'époque et que j'ai regardé le début d'après-midi le lendemain. Je ne saurais pas te dire exactement le jour, ça devait être le 9 ou le 10, quelque chose comme ça. Je regarde cet hommage, donc il y a plusieurs personnalités qui interviennent, des gens connus. Il y a entre autres la sœur de Daniel Balavoine, une des deux sœurs de Daniel Balavoine, Marie-Françoise, qui intervient. Et il y a d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom parce qu'il y en a une en particulier qui est complètement impliquée dans l'histoire. Complètement impliquée dans l'histoire. Mais bon, je ne suis pas là pour faire de la délation ni de la dénonciation, c'est pas le but. Le but, c'est d'aider les consciences à accoucher. C'est ça qui est important. C'est ça l'objet de ma démarche. Alors donc, on arrive en fin d'émission. Alors, effectivement, il y a ce personnage qui s'exprime. Et après, il y a la sœur de Daniel Balavoine qui s'exprime. Et là, ce qu'elle dit me trouble. Ce qu'elle dit me trouble par rapport au personnage qui a parlé avant. Et ça, en fait, ce qu'elle dit, c'est certainement là-haut, on me le traduit différemment. En fait, je traduis quoi? Je traduis à cet instant que cette femme dit quelque chose de pas sympathique du tout par rapport au personnage qui l'a précédé dans l'intervention. Et d'un seul coup, je comprends, et on me le dit, qu'il y a une intrigue autour de cette mort et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité. Et là, je suis quand même ébranlé là-dessus. J'ai dit là, il y a un truc. Il y a un problème. Alors bon, ça m'a évidemment sérieusement travaillé. Le 13 au soir, très important, à noter, le 13 janvier, en soirée, le 13 janvier 2004, je suis vraiment poussé pour faire une communication. Je prends mon pendule et hop, ça se met en route. Et là, je reçois un message de Daniel Balavoine, qui ne parle pas du tout de son accident d'ailleurs. Alors ce message, il est là, tu l'as lu. Mais je retrouve dans ce message la personne engagée qu'on a connue, qui nous dit d'ébranler les citadelles, politiciennes évidemment, qui gouvernent le monde, qui nous dit de ne pas nous laisser manipuler. Enfin, un message de combat, un message de lutte, un message engagé. Voilà, il nous dit un peu d'humour, c'est presque complotiste de l'au-delà. Il nous dit attention, vous ne laissez pas manipuler. Oui, mais non, mais si, c'est pour nous ouvrir les yeux. Ouais. Parce que bon, il y a quand même plein de gens qui sont manipulés. Bien sûr. Dire le troupeau de moutons, il est quand même énorme. Il y a quelques brebis qui vont à droite, qui s'écartent, mais les autres, c'est tout droit. Voilà, c'est pour ça. Je trouve ça. L'abattoir est là-bas, allez-y. Je trouve ça assez, Quand même, ça mérite d'être souligné qu'ils nous disent attention, vous ne laissez pas manipuler. Absolument. De vision, mais bien entendu. Bien entendu. Ouais. Donc ce message est quand même très fort. Il parle des prédateurs, il parle de l'argent, qui n'en ont jamais assez, que le pouvoir, bon, ce sont des assoiffés de pouvoir. Enfin, voilà, je résume le message. Le message est beaucoup plus important, évidemment. En tout cas, ce message m'ébranle, mais je retrouve dans ce message l'engagement de Daniel Balavoine. Je retrouve le combattant. Alors, que faire de ce message? Que faire de ce message? Alors, ce message, je le communique à Jean-Claude Carton. Très important à dire. À souligner parce que Jean-Claude Carton m'a invité dans 2 émissions en 2004 pour parler de mon expérience de vie, donc sur la vie après la mort, avec l'au-delà, et en 2005 justement aussi pour en parler
avec des amis qui étaient là, donc Christine qui nous regarde ce soir. Et en 2004, en effet, je communique cette info à Jean-Claude Cartan, qui est de l'autre côté maintenant. Hein. Il est parti à... Tu l'as connu? Non. Très engagé, hein, Jean-Claude. Donc, il était sur la radio Ici et Maintenant. Oui. Voilà. Donc, et il me dit, mais oui, on va en parler en mars 2004. On avait pris date justement pour parler de ça. Il me dit, parce que moi, j'ai côtoyé Daniel Balavoine, parce que j'ai fait un peu de chanson. Il était chanteur dans ses débuts. Et il a eu l'occasion de croiser Daniel souvent. D'accord. Donc, donc, du coup, c'était bien une bonne opportunité. En effet, à l'émission de mars, on en a parlé. Et ce message, j'ai voulu le communiquer à la famille Balavoine. Marie-Françoise Balavoine, je trouve ses coordonnées facilement. Et je téléphone. Et là, je tombe sur un monsieur, je lui ai dit, écoutez, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais en tout cas, voilà ce que j'ai à vous dire. Hein. Mon fils est décédé, je reçois des messages, et là, j'ai reçu un message de Daniel Balavoine, contre toute attente, hein, contre toute attente. Et il me dit, non, pas du tout, je vous prends pas du tout pour un fou. Il prend ça très au sérieux. Non, il prend ça, parce qu'il me dit, mais moi-même, j'ai une expérience par rapport à ça. Par rapport à un fils, enfin bon. Ah, je dis alors, il me dit, écoutez, envoyez ce message, hein, vous avez une adresse internet, voilà, vous avez des coordonnées, envoyez toutes vos coordonnées. Et si Marie-Françoise veut vous rappeler, elle vous rappellera, chose qu'elle n'a jamais faite, hein, jamais. Hein. Et à la fin de notre entretien, donc je lui dis, mais vous êtes qui par rapport à... il me dit, je suis monsieur Maestre, son mari. Ah, je suis enchanté, monsieur. Je lui dis, il faut que j'en vous pose une question. Et j'ai le sentiment qu'il y a une intrigue autour de cette mort et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité. Alors, je lui pose la question comme ça, hein, textuellement. Qu'en pensez-vous? Et là, silence. Le silence. Il m'a pas dit non, vous débloquez, c'est pas vrai. Et c'est un accident. Rien. Silence, comme je le dis, hein, approbateur. Silence approbateur. J'en sais rien. En tout cas, c'était quand même assez étonnant. Bref, donc, et puis après, évidemment, j'ai reçu d'autres messages, on a continué. J'ai reçu des messages. Alors, le message qui m'a vraiment sidéré, c'est le message de février, un message de février, je crois, où là, il me dit, Olivier, que l'accident ne s'est pas produit le 14, mais le 13. Voilà. Alors ça, c'est une information capitale de... Alors ça... ça change tout, en fait. Oui, ça change tout, parce qu'il dit là, il a fallu effacer toutes les traces. J'ai dit là, il y a quand même un gros problème. Alors j'ai dit, je sais que l'au-delà, par moment, ils ont quand même des difficultés avec la notion du temps. C'est vrai que le temps de l'autre côté n'existe plus vraiment. Donc j'ai dit là, les amis, là, vous n'êtes pas au point, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut, pendant quasiment 24 heures, je veux dire, sortir de la vue de tous les participants du Dakar, 5 personnes. Thierry Sabine, Daniel Balavoine, Nathalie Audan, Jean-Paul Le Fur et le pilote, François-Xavier Bagnoud. Ça m'a quand même incroyablement surpris, cette affaire. J'ai dit non, là j'ai du mal à croire ça, quoi. Hein. Et je re-questionnais, et malgré tout, ils insistaient toujours. Oui, ils ont insisté sur cette date. Ils ont vraiment insisté sur cette date. Sur la date qui change tout, en plus. Ah, mais ça, c'est essentiel. On va comprendre pourquoi, mais c'est essentiel. Au départ, c'était vraiment incroyable. Et alors, il y a eu des confirmations qui sont arrivées derrière. Et la première confirmation qu'on a eue, d'ailleurs Christine, qui nous regarde, on s'était informé ce soir-là, c'était le 29 janvier 2005, et elle me dit, Jean, il va y avoir les 25 ans de Starmania, donc c'était sur France 2, je crois, et il y a sûrement Daniel, quoi. Et on va regarder une photo du crash de cet avion. Voilà. Alors, on va se replonger un peu, peut-être, les souvenirs. Voilà, donc ça, c'est la photo officielle. Alors, ça, c'est la photo. Ça, c'est une capture d'écran de la vidéo officielle du crash. Du crash, voilà. Alors, ceux qui nous parlent d'une dune de 30 mètres, ils iront se faire rhabiller. Oui, voilà. Ouais, on est d'accord. Parce qu'il faut bien expliquer quelque chose. Au départ,
quand l'information a été balancée dans la presse, on nous a expliqué plusieurs versions, hein, toujours dans ce genre d'événement. L'information, on va dire, n'est pas très claire, elle est mouvante, on nous donne ça, peut-être ça, peut-être ça. Donc on a parlé d'une dune, effectivement, et puis il y a une question qui se posait, alors... Vous voyez, on était loin du complotisme, hein, que Dieu nous en garde à l'époque. Cette maladie n'existait pas, vous voyez, il y avait encore de l'intelligence, on va dire, et de l'esprit critique sans se faire accuser. Mais on disait, comment un hélicoptère, et quand on voit ces images, c'est saisissant, ait pu éclater de cette façon, on va dire se disperser, si ce n'est pas par, on va dire... l'explosion d'une roquette, etc. On a parlé à un moment donné, il était question de terroristes du désert. Oui, absolument. On a dit peut-être bien, parce que ce sont ces terroristes qu'on visait sans qu'on sache. Enfin, il y a eu beaucoup de versions, parce qu'effectivement, il y a un fait, en voyant ces images, c'est de se dire... Comment est-ce que l'hélicoptère a pu se retrouver dans cet état-là? Parce que quand bien même il se serait écrasé, il s'écrase, il finit pas tout à fait comme ça. Là, on sent qu'il y a un éparpillement. On en parlera tout à l'heure de cet hélicoptère. Alors, hélicoptère... il y a plein de choses à dire sur l'hélicoptère. Ça, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des photos à montrer. Alors ça, évidemment, c'est le crash officiel. Ce que nous verrons tout à l'heure, qu'il y a eu... C'est ça qu'on va comprendre, qu'il y a eu deux crashs. Et c'est ça qu'on découvre dans ton livre. Qu'il y a une mise en scène, en fait. Ah, il y a une vraie mise en scène. Il y a une mise en scène. Il y a une vraie mise en scène. Et il y a des éléments que tu apportes pour démontrer qu'il y a eu une mise en scène. En tout cas, la version officielle, la version officielle, de toute façon, elle ne tient pas debout. On nous dit qu'il y a eu un crash. Dune de 30 mètres, c'est faux. Voilà, des concurrents du Dakar que j'ai eu au téléphone m'ont dit non, il n'y a pas de dune de... On écoutera, on pourra même entendre tout à l'heure le témoignage, on peut le dire tout de suite, de Jackie Giraud, coéquipier de Charles Belvez, premier témoin du crash, les deux, ils étaient dans la même voiture. Alors, le seul problème pour ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas le même témoignage. C'est quand même ennuyeux. Dire, on est dans la même bagnole, on voit pas la même chose. Et on voit pas la même chose. D'accord. Bon, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Bien sûr. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Jackie Giraud, qui a témoigné donc... en janvier 2015, dans l'émission de Jean-Luc Roy, il nous dit on est sur un désert assez plat. Il le dit, lui. Il est témoin du crash. Il dit on est sur un désert assez plat, pas de vent de sable. Non, mais c'est là que, je veux dire, c'est irréaliste, c'est invraisemblable. On nous a bassinés avec cette dune de 30 mètres, cette tempête de sable, il y a encore pas longtemps d'ailleurs dans les hommages, on a encore entendu des gens campignon sur rue. On a parlé de tempête de sable. Et puis des gens campignon sur rue, des journalistes, enfin bon. Oui, enfin voilà, on n'en dira pas davantage. Qui nous ont encore ramené cette tempête de sable et cette dune de 30 mètres qui n'existe pas. Tous les pilotes, il y a eu des témoignages, il y a des experts qui sont sur le sujet en ce moment. Au niveau de l'expertise des épaves, Gérard Joigny le dit, la nuit, le vent de sable tombe. Il n'y a pas de vent de sable la nuit. Là-bas. Bon, des pilotes, des gens qui ont volé là-bas disent la même chose. Quand bien même il y aurait eu une tempête de sable, le pilote François-Xavier Bagnoud, pilote IFR... Très expérimenté. Très expérimenté. Pilote par tous les temps. Un pilote IFR décolle et pilote par tous les temps. C'est un pilote qui vient de prendre contact avec moi qui me l'a dit. Récemment, ça. Donc, il n'y avait pas de problème. De toute façon, il n'y avait pas de tempête de sable. Les premiers témoins du crash le disent. Donc, on ne va pas être plus royaliste que le roi. N'allons pas chercher midi à 14h. On nous a menti. La version officielle est un mensonge. C'est clair et net. Et ce qui est dramatique, c'est que des gens la soutiennent toujours, cette version officielle. Alors, ils auraient plutôt intérêt à ne plus la soutenir et à revenir quand même à autre chose de plus raisonnable et de plus sensé. Parce que des contradictions dans des témoignages, et tout à l'heure on verra encore des énormités, évidemment, quand on regardera les hélicoptères, dire à un moment donné, ça ne tient plus la route, quoi. On ne peut plus tenir sur une version officielle comme ça. C'est plus possible. C'est absolument pas possible. Alors, pour revenir à notre histoire du 13 janvier 86, on a effectivement ce soir du 29 janvier 2005, à l'occasion de l'émission Les 25 ans de Starmania, une confirmation, un royal. Royal. Alors, je ne sais pas si tu peux la passer maintenant. Non, on va la passer après. Ou si on la passe à la pause. Ouais.
Donc, émission animée par Daniela Lombroso, j'en parle dans le livre, et à un moment donné, donc la commentatrice parle de Daniel, de son action humanitaire sur le Dakar, et dit, alors, un truc incroyable, parce que là, je ne sais pas où ils vont chercher leurs infos, elle dit exactement ça, c'est là, dans la nuit du 13 janvier 1986, qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère. Oui, c'est ce qui est dit dans l'émission. C'est dit dans l'émission. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté l'émission en question. Alors, Daniela Lombroso, je ne l'ai jamais eu. J'ai eu sa secrétaire qui m'a dit, écoutez, envoyez-moi les éléments. Mais j'ai dit, mais vous avez dû une énormité, là. Où êtes-vous allé chercher cette info? J'imagine que ce n'est pas les messages de l'au-delà qui étaient déjà sur Internet, hein, à l'époque. Hein. Je ne pense pas qu'ils soient allés se renseigner là-dessus. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. La version officielle, c'est le 14. Le 14. Et là, elle nous sort, alors déjà, la nuit. La nuit du 13. Et c'est la nuit. Et c'est le 13. On a une première confirmation. Deuxième confirmation du 13. C'est quelqu'un aussi qui a été là-bas, Patrick Chêne, journaliste de télévision, qui nous montre le carnet de route, carnet de bord, le voilà. Et donc. Voilà, alors voilà le carnet de route. Alors ça, il nous montre ça dans un journal, je crois, du 20 janvier, journal télévisé. Donc il montre ça avec Patrick Fortic. Alors il nous montre un carnet de route retrouvé dans les débris, flambant neuf. Hein. Oui, il n'y a pas une... rien. Il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Il est neuf. On croirait qu'il vient du... Alors, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est intéressant parce qu'il nous montre, et il le dit d'ailleurs, que le carnet de bord est rempli jusqu'au 12 janvier. Il le dit. Ainsi s'arrête, voilà, le 12 janvier, l'hélicoptère est à Niamey, voilà, et le carnet de bord, effectivement, s'arrête, on voit Niamey, d'ailleurs, en bas, là. Ouais, c'est écrit Niamey. C'est écrit Niamey, Niger, Niamey, Niger, donc, et le carnet de bord est rempli jusqu'au 12 janvier. Or, le crash a eu lieu officiellement le 14 au soir. Le 13 janvier, l'hélicoptère a volé. Des témoins que j'ai eus au téléphone de l'hôtel Yahweh me l'ont confirmé. Donc c'est impossible que ce soit pas consigné dans le carnet de bord. Eh ben non. C'est pas possible. Eh ben non. Je veux dire, un pilote aussi expérimenté et sérieux, méticuleux, comme François-Xavier Bagnoud, n'a pas laissé son carnet de route 2 jours sans être rempli. Le carnet de route, on le remplit, parce qu'il y a des problèmes d'assurance, etc., on le remplit au départ. C'est comme à l'armée. Bon, à l'armée, j'étais chauffeur. À l'armée, on remplissait le carnet de bord au moment où on partait. Et on le remplissait à la fin. On a 2 jours où le carnet n'existe pas, le carnet de route n'est pas rempli, ni le 13, ni le 14. Patrick Chêne nous donne une confirmation du 13 sans même s'en rendre compte. Ou alors, il y a des choses qui m'échappent. Alors, polémique aussi à ce moment-là, je veux dire, Patrick Fortic qui accuse... le père Bagnoud, donc Bruno Bagnoud, disait que c'était pas son fils qui pilotait. Il l'avait lu sur son carnet personnel, c'est-à-dire le fils, Bagnoud, le pilote, a un carnet de bord personnel, dans lequel il consigne tout un tas de choses. Et alors là, ils l'ont quand même attaqué assez, à mon avis, fortement, mettant ça sur le compte de la douleur. J'en parle dans le livre. Je veux dire, c'est un peu ignoble, quoi, hein, de dire ce monsieur dit que c'était pas son fils qui pilotait. C'est certainement la douleur qui lui fait dire ça. D'accord. Ben non. Je veux dire, Sabine, on sait qu'il pilotait. Bon, et Sabine, il avait une personnalité, bon, il ne devait pas Sabine, être toujours chef, facile, le chef. Il l'appelait Dieu ou Jésus d'ailleurs, hein, sur le rallye là-bas. Donc, à mon avis, à un moment donné, il a dû lui dire, allez, tu t'écartes, tu dégages. Je vais piloter. Moi qui pilote. C'est lui qui a piloté en fait. C'est lui qui a piloté le 13. Alors bon, là on a ça, et alors on a surtout, alors je reviens à Jean-Claude Carton, dans l'émission de décembre 2005, c'est pas l'émission de 2004, on a refait une émission spéciale Daniel Balavoine en 2005, début décembre,
le 3 décembre, de mémoire. Et là, on a plusieurs personnes qui téléphonent. Et là, on a quelqu'un qui est très important qui nous appelle. C'est un diplomate. C'est un diplomate. Il s'appelle Marc Pécou. Il était présent, il n'était pas présent sur le Dakar, lui. Il était à l'ambassade de Nouakchott en Mauritanie. En Mauritanie, Nouakchott. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Pécou? Alors, on a aussi quelques enregistrements, hein, qu'on pourra éventuellement passer. Ouais. On les passera, de toute façon. Il nous dit deux choses importantes. On l'a réveillé en pleine nuit. On lui a bien dit, on vient d'avoir un accident dans le cadre du circuit Paris-Dakar, et on recherche un hôpital pour accueillir des blessés. Des blessés. Version officielle nous dit, on l'a oublié, 5 morts sur le coup. Non. Monsieur Pécou, on le réveille en pleine nuit et on lui demande s'il connaît un hôpital pour accueillir des blessés de cet accident qui venait de se produire en pleine nuit. Pas à 7 heures du soir, comme le dit la version officielle. Alors ça déjà, la première chose. Donc lui il dit, bon, c'est plutôt les services de Dakar qui étaient le mieux équipés. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont contacté. Enfin bref, il a été dérangé en pleine nuit. Et il nous dit encore une autre chose. Il nous dit, ça s'est pas du tout passé le 14. Il nous dit, ça s'est passé dans une nuit de week-end. Alors là, c'est encore autre chose. Donc une nuit de week-end, il nous dit, ça a pu se passer que le samedi ou le dimanche. Alors là, je pense qu'il y a une confusion dans l'esprit de M. Pécou. Donc là, j'ai fait des recherches que j'ai rencontrées à Paris, qu'on a rencontrées à Paris, hein, Marc Pécou, qui est malheureusement aussi, lui, parti maintenant dans l'autre monde. Et en fait, c'était bien le lundi. Le lundi, c'était le Nouvel An berbère en Mauritanie. Le Nouvel An berbère, il y a une forte population berbère en Mauritanie. Le Nouvel An berbère étant considéré, je voyais les gens partir à la plage, etc. Bon, voilà. Donc étant considéré comme un jour certainement de repos, de férié comme chez nous, quoi. Donc en fait, lui dément formellement la soirée du 14, et il dit ça c'est sûr, c'est pas le 14, c'est pas le mardi soir. Deuxièmement, on m'a téléphoné pour me demander si je pouvais accueillir, si je connaissais un hôpital pour accueillir des blessés. Et Jean-Claude Carton lui dit, c'est le mot blessé qui est employé? Ah oui, il a dit oui, on m'a pas dit qu'ils étaient morts. Et Jean-Claude Carton lui dit, mais ça change tout, monsieur. Comment ça change tout? La version officielle, on nous a dit qu'ils étaient tous morts sur le coup. Sur le coup, oui. Puis quand on voit l'état de l'hélicoptère qu'on nous présente, on n'ose pas imaginer autre chose. C'est mal, c'est mal. Donc voilà qui remet sérieusement en question la version officielle, hein. Alors, c'est vrai que cette date du 13, d'un seul coup, elle prend forme. Hein. Ouais. Hein, elle devient crédible. Hein, on peut dire qu'elle devient crédible. Elle devient crédible, surtout qu'après, tu vas découvrir tout ce qui s'est passé autour de cette journée-là. Absolument. Particulièrement. Absolument. Après, en effet, on peut avancer encore. Alors là, tu peux afficher l'hôtel Gaoué. L'hôtel Gaoué. Ça, c'est l'hôtel. Voilà, ça, c'est l'hôtel. Voilà, c'est l'hôtel Gaoué. Alors voilà, ça c'est l'hôtel Gaoué à Niamey. D'ailleurs à l'époque on voit les voitures, c'est les voitures d'époque. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel Gaoué? Alors, de ce qu'on en sait, de façon officielle, et de ce qu'on en sait par l'au-delà, qui nous donne des informations par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit. Alors, l'hôtel Gaoué. Donc l'hôtel Gaoué, journée de repos. C'est Gérard Mérigot qui le dit, directeur des sports d'Antenne 2 à l'époque. Le soir, on est une bonne quinzaine à l'hôtel. C'est-à-dire le soir, bon voilà, c'est un repas, un moment sympathique. Un moment sympathique. Et Daniel était là, évidemment, des journalistes, des anciens de l'épreuve, enfin voilà ce que nous dit Gérard Mérigot. Et alors là, c'est vrai que moi, j'ai reçu un message sur cette soirée du 13, et surtout ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après. Donc, vers 22h, un message me dit, vers 22h, cet équipé s'en va, hein, tout le monde va rentrer, etc. Parce que le lendemain, c'est 4h le départ de la course. Hein. 4h. 4h du matin. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Thierry Sabine, et ça, je le sais d'un gars du Dakar, qui était interviewé par une amie,
quelqu'un de connu sur le Dakar, qu'en fait, Thierry Sabine a fait le briefing l'après-midi à l'hôtel Yahweh. Bon. Voulant dire par là que le lendemain, il n'était pas au départ. Curieux, ça. Alors, certains disent qu'il est au départ, d'autres disent qu'il n'y était pas. D'ailleurs, il y en a un qui dit, tu l'as lu dans le livre, quand on part le matin, il s'en mord déjà. 14. Alors, donc repas, ok, 22h, tout le monde s'en va. Alors, 22h, tout le monde s'en va. En effet, 22h, tout le monde s'en va. On a confirmation que ça s'est bien terminé à 22h, par des témoins. Donc, c'est intéressant, parce que moi, les messages de l'au-delà, je les aime bien, mais j'aime bien quand j'ai des confirmations. Je suis cartésien, les pieds sur terre. Alors là, on a bien confirmation, effectivement, par des témoins, qu'à 22h, tout le monde s'en va. Thierry Sabine était venu avec son hélicoptère. J'ai eu M. Jean-Marie da Silva au téléphone, un employé de l'hôtel, qui m'a dit oui, il est venu avec son petit hélicoptère qu'il a posé sur le parking. On se demandait même comment il allait poser son hélicoptère sur le parking de l'hôtel. Et il m'a dit, ils sont repartis un peu tard. Un peu tard. Alors, je lui dis combien ils étaient dedans. Il me dit, je ne sais pas. Quand ils sont arrivés, ils étaient 2 ou 3, voilà ce qu'il m'a dit. Quand ils sont repartis, il m'a dit, je ne sais pas combien ils étaient. Mais ils sont repartis un peu tard. Un peu tard après le repas. Après le repas à 22h. Alors, intéressant parce que on a encore une confirmation, je le dis là. Daniel Balavoine devait dormir dans une chambre de l'hôtel Yahweh avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un nous dit quoi? Ben, il nous dit qu'il est venu à 22h prendre son sac et il a dit je dors pas là. Je dors pas là. Il est parti. Voilà. Et il est parti. Et le lendemain, ce monsieur apprenait au bar de l'hôtel en prenant son petit déjeuner qu'il était mort dans la nuit. Alors, c'est des gens qui, au niveau des témoignages, voilà, c'est pas évident hein, de témoigner, il veut pas s'exposer. Il y a des gens qui ont peur, il faut quand même le savoir. Il faut quand même savoir que les assassins, on va le dire, hein, les assassins et complices d'assassins sont toujours de ce monde. Sont toujours de ce monde, libre. Donc voilà, bon, moi, ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent, ça je m'en fous complètement. De toute façon, ils m'ont rien fait jusqu'à présent. S'ils veulent me dégommer à la sortie du studio, ça me poserait aucun problème parce que moi j'irais de l'autre côté puis je les emmerderais encore d'ailleurs. Donc ils n'ont pas intérêt à le faire, il vaut mieux qu'ils ménagent leur âme et au contraire qu'ils avouent leur faute, ça sera bien mieux et plus intéressant pour eux. Mais non, je voudrais pas que ça te pose des problèmes. Non, parce que nous on aura des problèmes. Ça. Je voudrais pas que ça te pose des problèmes à toi par contre. Non, on va rester là. C'est une boutade, mais bon, je le dis toujours parce que moi, bon, j'ai pas peur de la mort, donc ça m'est égal. Et donc, alors là, on va entrer dans ce qu'on appelle un peu la fiction, parce que là, on n'est plus dans des, dans des vérités ou dans des preuves concrètes. On est dans ce que les messages de l'au-delà nous disent. Alors, passe à la photo suivante. Donc ça. Les biais, voilà, les biais, voilà. Alors là, c'est la vue de Niamey. Vue de Niamey, satellite. Alors, voilà, tu peux l'agrandir. Oui. Hop. Voilà. Voilà, donc ça, alors on voit très bien la traversée de Niamey et on voit très bien ce qu'on appelle les biais. C'est-à-dire le Niger forme des canaux parallèles navigables. D'accord. Qu'on appelle des biais. Alors, quand je téléphone à l'hôtel Yahweh, très intéressant, je tombe sur une dame, très sympathique. Je lui dis, est-ce que vous vous souvenez de cette soirée au cours de laquelle Thierry Sabine est venu avec son hélicoptère Oui, mais je m'en souviens très bien de cette soirée, qu'il est venu, etc. Elle me dit, c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais. C'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais, voilà ce qu'elle me dit. Et je lui dis oui, sans savoir. Je lui dis oui, sans savoir. Et en fait, après, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et les biais. Alors, je regarde effectivement qu'il y a bien ces canaux qu'on appelle des biais, et il y a à Niamey une zone qu'on nomme le biais. Donc, ça veut dire que le crash s'est produit au nord de Niamey, à peu près 20-30 km, dans la banlieue de Niamey. Ça, c'est très intéressant.
Monsieur Da Silva nous dit quoi? Lui dit, bah oui, ils sont partis un peu tard. Et il dit, après, on a appris son crash dans la nuit. C'est les journalistes qui nous l'ont appris, dans la nuit. On a appris son décès, son crash, dans la nuit. Alors, quand je l'ai poussé un petit peu en lui disant, mais attendez, au niveau des dates, etc., là, il a commencé à se dire, oula, mince, j'ai lâché un truc. J'aurais peut-être pas dû lâcher. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, bah oui, si le crash s'est produit, en effet, à 30 km, 25-30 km au nord de Niamey, forcément, ils ont été informés tout de suite à Niamey. D'ailleurs, qui a téléphoné aux diplomates dans la nuit? Il y a bien quelqu'un qui a téléphoné aux diplomates. Alors maintenant, l'hypothèse tout à fait réaliste des blessés. Alors là, ce sont des informations d'au-delà qui nous disent quoi? Alors, tu peux passer à la photo suivante. Voilà. Donc là, on a l'hélicoptère de Thierry Sabine, le rotor de queue. Le rotor de queue, voilà. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Alors là, c'est très important cette pièce pour comprendre justement c'est très important. Le maquillage de l'accident. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc, ce qui se serait passé, c'est qu'en effet, quelqu'un serait venu saboter cet hélicoptère. C'est-à-dire poser un explosif facile. Hein. Moi, j'étais dans le génie, hein, l'armée. On a fait sauter des arbres ou avec des explosifs plastiques. Explosifs malléables, faciles à envelopper là, avec un détonateur, commande électrique ou commande à distance ou mèche lente. Peu importe. Et ça marche. Bon. C'est ce qui se serait passé. L'emploi conditionnel. C'est ce qui se serait passé. Alors, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Il y en a un qui fait le boulot, il y en a d'autres qui surveillent. Alors, tout ça, ça se passe quand? Ça se passe pendant le fameux repas. Pendant le repas. On est d'accord. Il y a tout le monde qui est occupé. Tout le monde est occupé. Là, on est tranquille, on sort, on fait le truc, on tourne autour de l'hélico, on regarde si tout va bien, on met ça. Ouais. C'est vite fait, c'est vite fait. Donc, l'hélico décolle. Manifestement, d'après ce que j'ai eu comme information, c'était pas François-Xavier Bagnou qui pilotait. Pourquoi? Parce que c'était un peu chaud à la sortie, là. Repas dont on me dit bien arrosé. Bon, alors forcément, ça dit, écarte-toi. Alors, où sont-ils allés? J'en sais rien. Où voulaient-ils aller? J'en sais rien. Est-ce que c'était un repérage du bivouac? Est-ce que c'était aller à l'ambassade de France? Est-ce que c'était... On n'en sait rien. J'ai pas l'info là-dessus. En tout cas, ils sont partis en hélico. Est-ce que c'était pour faire un tour de Niamey? Voir un peu la nuit, hein, survoler le Niger? Voilà, c'est clair dans le désert. Très clair. Donc, on l'ignore, ça. Bon, ce qui se serait passé, c'est que l'explosif a fait ce qu'on appelle long feu. Il n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça. Donc ça n'a pas marché. Alors ça a dû péter un peu quand même, mais comme si on avait un incident sur notre voiture, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Bon, quand on pilote un hélicoptère, on se pose. On dit, il y a un incident, il y a un truc. Bon, on se pose. Alors, il y a une organisation du crime qui suit tout ça, évidemment. Hein, c'est pas des enfants de cœur, quoi. Hein. C'est quand même une organisation structurée, voilà, donc qui suit tout ça, qui a évidemment, été mandatée par le pouvoir de l'époque, pouvoir Mitterrand, hein, faut le dire, oui, évidemment, pouvoir de Mitterrand, donc et qui suit l'opération. Alors, on suit l'opération. Alors, là, il y a une espèce d'imbroglio à ce moment-là, parce que l'hélico donc se pose, et là, il y a des hommes en armes qui arrivent. Mais il y a aussi des gens du Dakar qui sont là. Et là, il y a une espèce de transaction, comme le dit Olivier dans un message, en cette nuit d'horreur, le diable épousa la vertu. C'est-à-dire qu'un seul coup, on se retrouve confronté à des intérêts complètement divergents, mais en même temps communs. Donc, on ne peut pas, et puis des menaces, assorties de menaces et d'intimidation. C'est-à-dire que celui qui parle, il est mort, quoi. Hein. Bon, d'un autre côté, ceux du Dakar, ils ne voulaient pas voir leur Dakar disparaître. C'est clair. Donc, en fait, il y a eu une espèce de compromis invraisemblable à ce moment-là, qui fait que certains ont accepté, contraints et forcés, de garder le silence,
et que les autres ont dû empocher, à mon avis, probablement des bacs chiches, enfin bon, là, ce qu'on fait pour acheter les gens, quoi, pour acheter le silence des gens. En tout cas, cet hélico s'étant posé, or on avait prévu de l'abattre, le mobile, on y viendra tout à l'heure, on lui donne l'ordre de redécoller. Et là, on tire. Et l'hélico tombe. Et là, on a des blessés. Là, on a des blessés. Parce que là, l'hélico, il n'était pas très haut, il est tombé. Il y a des blessés. Tout le monde n'est pas mort. Et c'est pour ça que quelqu'un téléphone au diplomate. Mais on sait très bien que dans ce genre d'affaires, aucun blessé n'est toléré. On ne peut pas garder des blessés qu'on voulait faire taire. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Donc il faut les finir. Il faut les achever. Bon, voilà. Alors, qui est allé téléphoner au diplomate? On n'en sait rien. Lui-même n'en sait rien. Il dit une voix jeune, un peu comme un médecin. On vient d'avoir un accident. Enfin bon, voilà. Mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qui a appelé. Qui a appelé. Alors après, bon, certains disaient... Alors Bernard Giroux, par exemple, qui était aussi sur le Dakar à l'époque, coéquipier de l'Arctique, je crois, on disait qu'il parlait beaucoup. Bernard Giroux. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec son père. Je lui ai dit, est-ce que vous avez est-ce que vous avez entendu votre fils parler d'autre chose? Il m'a dit non, jamais, même quand ils étaient réunis avec des amis journalistes, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, toujours est-il qu'un an et demi plus tard, peut-être que c'est une coïncidence, on n'en sait rien, mais en tout cas, un an et demi plus tard, Bernard Giroux se tuait avec Didier Pironi et une troisième personne d'ailleurs, donc dans ce fameux accident d'offshore. Bon, alors est-ce que... Bon... On peut encore émettre des hypothèses à partir de là. Peu importe, en tout cas, il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'effectivement cet hélicoptère ayant été mitraillé, ben, c'est plus un accident. Plus un accident. Bah, plus de tempête, il n'y a plus de... Ah ben il n'y a pas rien. Il n'y a pas de thune, il n'y a pas de machin. Là, Il n'y a on parle rien. d'un assassinat. Il n'y a plus rien là. Il y a aussi une carcasse criblée de balles. Alors, attention, carcasse criblée de balles vue quand elle est revenue à l'aéroport Charles de Gaulle, en particulier par une personne qui évidemment ne veut pas non plus parce que la peur, qui a vu cet hélicoptère revenir criblé de balles, qui est allé à l'aérospatiale basée à Marseille-Marignane. Des gens de l'aérospatiale l'ont vu également. Mais on est dans l'omerta, là. Non, on dira rien sur ce. On dira rien, là. Il est revenu, criblé de balles. Il y en a plein qui l'ont vu, mais il n'y en a pas un qui l'ouvre. Alors, si ce soir, il y a des gens de l'aérospatiale qui ne s'appellent plus comme ça, c'était rebaptisé Eurocopter, maintenant ça va changer de nom. S'il y a des gens de l'aérospatiale qui ont vraiment vu cette carcasse d'hélico revenir dans les ateliers de l'aérospatiale criblés de balles, c'est peut-être le moment de le dire. Quand même. Eh ben justement, ça tombe bien, parce qu'on va faire la pause. Peut-être qu'il y en a un qui se décidera, qui va nous passer un coup de fil. Alors, si tu veux, au moment de la pause, tu peux passer la petite vidéo. Ah bah, je fais confiance à Steph, il a dû tout caler. Donc, déroulement des faits. Déroulement des faits, il a dû tout Petite caler. vidéo faite par un ami, très bien. D'accord. Superbe vidéo. Eh ben, de toute façon, Steph, il est calé, je crois. Il va me faire signe. Si c'est parfait, eh ben, il est calé. On fait la pause et puis on revient juste après. Vous êtes en plein dans la ferme à la voix, ils sont accrochés comme à du suspense. Mais que va-t-il se passer encore après? Et ben, pour le savoir, il faut rester connecté. Et on revient tout de suite après. À vous, la régie.